Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les plus célèbres ruines d'Amérique. Machu Picchu. Depuis sa découverte en 1911, ses origines, sa fonction et sa construction ont toujours été un mystère. Elle est gigantesque. Aucun ciment d'aucune sorte. Pendant des années, on a pensé que cette cité, perchée sur les montagnes péruviennes, avait été le dernier champ de bataille entre les Espagnols et les Incas. Mais quel était le véritable rôle de ce lieu? Pour le savoir, j'étudierai d'anciens manuscrits en quête d'indices. Ça nous révèle qui a construit Machu Picchu. Je suivrai les traces du premier homme à avoir dévoilé le site Inca au monde. C'est juste là. Et je bâtirai un pont au-dessus d'une rivière déchaînée. Tout cela afin de savoir qui a érigé Machu Picchu et pourquoi. À la recherche de la vérité, je ne reculerai devant rien. Bienvenue à Cusco. Il y a 600 ans, cette ville était le cœur du plus vaste empire de l'histoire des Amériques, l'Empire Inca. Bonjour, je suis Josh Bernstein. Je suis venu au Pérou afin d'explorer le plus célèbre site archéologique de ce pays, Machu Picchu. Pour me guider à travers cet incroyable site, je retrouve mon ami Peter Frost, écrivain et expert de la culture inca. Alors, Machu Picchu? Oui, aujourd'hui c'est Machu Picchu, l'un des plus magnifiques vestiges de l'Empire Inca. Je suis impatient. Cusco est sans aucun doute le meilleur endroit pour commencer la leçon d'histoire. En arpentant les rues du Cusco moderne, nous marchons littéralement sur les pas des Incas, les fondateurs de Machu Picchu et les créateurs du plus grand empire d'Amérique du Sud de tous les temps. Si on devait résumer l'empire Inca, qu'est-ce qui caractériserait ce peuple? C'est une petite tribu régionale qui a étendu son pouvoir sur l'ensemble du territoire des Andes. Cet empire représente l'aboutissement de milliers d'années de développement de la civilisation andine. Cusco était la capitale? Oui, le cœur de l'empire, et aussi leur ville sainte. Peter m'explique que les Incas ont créé une civilisation tentaculaire. En l'espace de quelques décennies, à partir de 1438 après Jésus-Christ, la population sous domination Inca est passée d'environ 100 000 à 6 millions d'habitants, répartis sur un rayon de 4000 km. Mon périple vers Machu Picchu débute ici, à Cusco. Ils sont très réputés pour leurs ouvrages en pierre. Ces murs sont superbes. Nous descendons des rues étroites bordées d'immenses murs de pierre construits il y a plus de 500 ans. Voici un merveilleux exemple de style polygonal. Peter me révèle qu'on trouve des murs semblables à travers tout l'Empire. Il considère cet art architectural comme le plus bel héritage inca. Il n'y a pas de mortier? Il paraît qu'on ne peut pas glisser de carte de crédit entre les pierres. Exactement. Aucun mortier. Les maçons incas taillaient chaque pierre spécifiquement, afin qu'elles s'emboîtent les unes dans les autres. D'après Peter, ces murs ont été bâtis pour tenir éternellement. Mais l'empire qui les a créés ne dura qu'un siècle. C'est ironique. Ces murs ont tenu 5 fois plus longtemps que l'Empire. C'est vrai. Peter m'apprend qu'au milieu du XVe siècle, l'Empire Inca fut décimé par la maladie. Le chaos faisait rage. Ils commencèrent à s'affronter entre eux. C'est alors que l'inimaginable survint. Rien de ce qu'ils avaient vécu jusqu'alors n'aurait pu les préparer à un tel événement.
Ils étaient affaiblis par cette épidémie, puis par la guerre civile qui a aussitôt suivi. C'est à ce moment que l'Espagnol Francisco Pizarro a débarqué au cœur de l'Empire Inca, accompagné de sa petite colonne de cavaliers espagnols. Après ça, les choses ont commencé à se gâter. Les Incas, vulnérables, ne faisaient pas le poids face aux pistolets et aux épées des conquistadors espagnols. Ils quittèrent la capitale de Cusco pour s'enfuir dans les montagnes grâce à un réseau élaboré de routes construites à travers l'Empire. C'est donc une route Inca. Oui. Peter m'a emmené sur l'une de ces routes, juste en dehors de la ville. Elle part de Cusco et conduit à Machu Picchu. Elle faisait partie d'un très vaste réseau. Les Incas utilisaient ces routes, mais je suppose que plus tard les Espagnols les ont empruntées pour se déplacer facilement à travers leur empire. Oui, absolument. Les Incas, fuyant l'invasion espagnole, ont pris cette route afin de se réfugier dans les montagnes du nord à la végétation dense. Ils se sont regroupés sur un territoire accidenté et hostile, une région qu'ils avaient baptisée Vilcabamba, la vallée sacrée. D'après des écrits espagnols, les Incas ont mené une guérilla pendant plus de 3 décennies. Utilisant les terres de Vilcabamba à leur avantage, ils organisaient des raids contre les soldats espagnols avant de se replier dans la jungle. Qu'est-il arrivé à Vilcabamba? À la fin, en 1572, les Espagnols ont lancé une grande opération d'invasion de Vilcabamba et ils ont occupé le territoire. Ça a vraiment marqué la fin de l'Empire Inca. Et l'emplacement de cette cité fut perdu? Eh oui. Vilcabamba fut élevé au rang de légende. Durant des siècles, des histoires de cités incas perdues dans la haute jungle péruvienne nourrirent l'imaginaire d'innombrables explorateurs. Si une telle cité avait existé, elle devait être redécouverte. En 1911, un professeur américain de l'université de Yale était déterminé à la trouver. Son nom, Inram Bingham. Il voulait retrouver la dernière capitale inca dont l'emplacement avait été oublié au fil des siècles. Qu'est-ce qui a pu motiver Bingham à trouver Vilcabamba? La gloire et la fortune? Je dirais plutôt la gloire que la fortune, parce que c'était un jeune universitaire ambitieux. Il ne s'attendait pas à mettre la main sur des trésors ou de l'or inca à Vilcabamba, puisque tout avait été embarqué par les Espagnols. Mais il s'attendait à faire une découverte archéologique majeure. Inram Bingham partit de Cusco en direction du nord. Je rejoindrai Peter plus tard, mais à présent, je pars sur les traces de Bingham à travers ces montagnes. Aujourd'hui encore, comme à l'époque de la quête de l'explorateur, ce territoire est difficile et implacable. La plupart de cette région est une étendue sauvage inexplorée. Tandis qu'il progressait péniblement dans ce paysage, Bingham fut accueilli par le même bruit sourd que moi. Vous entendez? C'est le fleuve appelé Urubamba. Pour Bingham, il représentait un obstacle entre lui et ce qu'il espérait être Vilcabamba. Il a donc dû trouver un moyen de traverser. Nager ou traverser à gué dans les rapides de classe 5 de l'Urubamba est impossible et pourrait même se révéler fatal. Bingham fit alors appel à des autochtones pour l'aider à construire un pont afin d'acheminer des tonnes de matériel de l'autre côté du fleuve.
Nous ne connaissons pas l'endroit précis où Bingham a traversé le fleuve, mais nous savons qu'il a utilisé des matériaux locaux pour la réalisation du pont. Et c'est exactement ce que je m'apprête à faire. D'après ses carnets de bord, Bingham estimait que construire un pont lui éviterait une semaine de marche pénible. Bonjour Coco. Tu vas bien? Oui, et toi? Ça va. Voici Coco, c'est le chef de l'équipe que nous avons recruté. Bon, voilà le plan. Tout d'abord, je précise que je n'ai jamais fait un truc pareil, mais Bingham non plus. Nous allons juste utiliser un brin d'ingéniosité et des matériaux naturels pour traverser ce fleuve à cet endroit. Coco et moi avons décidé que la traversée s'effectuerait en 3 étapes. Tout d'abord de ce rocher à celui-ci. Vous devez vous demander pourquoi on n'y va pas en marchant. Parce qu'on a beaucoup de matériel. Puis nous partirons de ce rocher près des rapides pour rejoindre le gros rocher blanc qui se trouve là-bas. Ça doit faire 5 mètres. Enfin, depuis ce rocher, nous atteindrons la rive en face. On va le faire grâce à des rondins, de la corde et beaucoup d'imagination. Ça va être une grande première. Avec des poteaux obtenus à partir de bois d'eucalyptus, notre pont commence à prendre forme. J'attache les rondins ensemble. J'enroule la corde dans ce sens, puis dans l'autre. Cette technique est super quand on veut assembler des rondins et quand on n'a pas de clous. Si vous vous retrouvez un jour sur une île déserte et que vous devez fabriquer un radeau, retenez bien comment on fait. Nous commençons par poser 2 poteaux qui vont nous servir de passerelle pour installer le premier pont. Il a fallu un pont au minimum de cette taille pour qu'Hiram et son équipe traversent l'Urubamba. Pas mal? On dirait que la première étape est franchie. Passons à la suivante. Dans un instant, le rocher te gêne. Tandis que je revis le périple de l'explorateur Hiram Bingham, j'affronte les terribles rapides de l'Urubamba. C'est dangereux, on peut y rester. Je suis parti à l'aventure afin d'explorer les plus célèbres ruines d'Amérique du Sud, Machu Picchu. J'emprunte alors la route que l'explorateur américain Hiram Bingham a jadis parcourue à la recherche d'une forteresse inca baptisée Vilcabamba. Cette cité fut le dernier bastion des Incas avant l'invasion des conquistadors espagnols en 1572. Quelques siècles plus tard, en 1911, Bingham parvint jusqu'à ce fleuve, l'Urubamba. Il pensait trouver Vilcabamba de l'autre côté. Comme Hiram Bingham, j'ai trouvé un endroit où traverser. Et tout comme son équipe, nous construisons un pont avec des matériaux naturels. Pas mal ? Voici les rondins que nous allons utiliser pour la deuxième étape. On les a coupés et attachés ensemble afin qu'ils soient assez longs pour traverser le fleuve. Le plus difficile, c'est de manipuler le rondin dans le fleuve. Le rocher te gêne, tu le vois ? C'est un vrai défi de diriger les rondins en évitant les rochers. Je crois qu'on est encore coincé. Cela fait une demi-journée que la construction a commencé. C'est un travail très éprouvant et nous ne sommes même pas à la moitié du fleuve. Allez les gars! C'est bien!
Aurelio accepte d'être le premier à tester notre pont vacillant au-dessus des rapides. Je tiens à préciser que ces hommes portent des gilets de sauvetage. Les rapides du fleuve Urubamba appartiennent à la classe 5, parfois 6. Ce qui signifie que si on tombe, c'est très dangereux. Aurelio et Rolleray tirent le 3e pont jusqu'au centre du fleuve. C'est bien, bravo! Et maintenant, le moment de vérité. Comme vous pouvez le constater, notre pont ressemble beaucoup à celui de Bingham. Je vais tester ce pont. Bingham n'avait pas de gilet de sauvetage, alors moi non plus. C'est parti. Je pense que c'est là le pire. Et voilà, en atteignant l'autre rive, Bingham a pu continuer son périple vers ce qu'il espérait être Vilcabamba. Son équipe l'a suivi avec le matériel. Venez les amis. Après avoir traversé l'Urubamba, Bingham attira l'attention d'un propriétaire de la région. L'hôte généreux de Bingham lui parla d'un vaste site inca perché sur une montagne voisine, baptisée par les anciens Machu Picchu, le vieux pic. Enthousiaste devant la possibilité de découvrir Vilcabamba, Bingham convainquit un guide âgé de 11 ans de le conduire au site. Tous les deux, accompagnés d'un représentant du gouvernement péruvien, grimpèrent une pente escarpée et ardue au cœur de la jungle. Quand soudain, au détour d'une courbe, des terrasses de pierre apparurent devant eux. Hiram Bingham photographia sa découverte. Des murs immenses, envahi par la végétation. Un ouvrage inca complexe. Une ville entière, cachée dans les montagnes. Le 24 juillet 1911, Hiram Bingham et ses compagnons péruviens atteignent le sommet de Machu Picchu, qui culmine à 2400 mètres. Ils surplombèrent alors un site s'étendant sur plus de 8 km². Bingham était certain d'avoir découvert Vilcabamba. Suivez-moi. Voici le chemin de l'Inca. Cette portion de route relie Cusco à Machu Picchu, qui est juste là. C'est la première fois que je viens ici. Admirez un peu. 2 questions se posent. Quelle était sa fonction et pourquoi l'avoir construit ici? Allons percer le mystère. Depuis la découverte de Bingham il y a près d'un siècle, la végétation a recouvert ce trésor inca. Mais s'agissait-il vraiment de la forteresse inca de Vilcabamba? Pour le savoir, je retrouve le spécialiste Peter Frost. Content de te revoir. Te voilà enfin arrivé? Oui, cet endroit est incroyable. Oh oui. Bon sang, c'est immense, hein? Ça a dû être la découverte de sa vie pour Bingham. Bien sûr, ça ne ressemblait pas à ça à l'époque. Bingham a écrit que ce sanctuaire, entouré par l'Urubamba déchaîné sur 3 flancs et une falaise à pic sur le 4e, était parfaitement adapté à des opérations militaires. Le lieu faisant ainsi office de citadelle.
D'après lui, tout concordait pour qu'il s'agisse de la forteresse de Vilcabamba. La vue est magnifique. Mais Peter me raconte qu'Hiram Bingham avait en fait découvert quelque chose de complètement différent. Alors quand Bingham est arrivé ici, il recherchait Vilcabamba. Il a vu cet endroit et il s'est dit, ça y est, j'ai trouvé. Hiram Bingham était sûr que c'était Vilcabamba. En effet, comment serait-ce possible qu'une cité entière cachée sous la végétation ne soit pas répertoriée? Le fait que Machu Picchu ne soit mentionné nulle part le conforta dans ses convictions. Que pouvait bien être cet endroit, sinon? Très bien. Mais alors pourquoi ce site ne pouvait pas être Vilcabamba? Par exemple, ils n'ont découvert ni tombe de guerriers, ni traces d'affrontements, ni matériel, ni armes, rien de ce genre. Mais la preuve irréfutable, c'est la découverte du vrai site de Vilcabamba dans les années 60, à 80 km d'ici, au nord-est. Hiram Bingham a fait une fabuleuse découverte. Mais Machu Picchu n'était pas la dernière forteresse des Incas. Cet endroit fut construit dans un autre but. Nous nous trouvons sur un gigantesque bouclier de granit. Pour résoudre le mystère de Machu Picchu, je dois comprendre ce qu'il représentait pour les hommes qui l'ont bâti. Peter m'indique que des indices capitaux se trouvent dans une carrière de pierre adjacente. C'est ici que la construction de Machu Picchu commença. Les pierres qui ont servi à bâtir Machu Picchu proviennent de ce site. Leur transport n'a posé aucun problème. Bien sûr, s'ils avaient le matériau sur place, pourquoi se fatiguer? Exactement. Tout est là, regarde ça. Est-ce qu'ils se servaient des entailles naturelles dans la roche? Oui, souvent le travail était déjà fait pour eux. La roche est fracturée, comme tu peux le voir, c'est un bon exemple. Oui. Et parfois, ils n'avaient même pas déplacé la pierre. En fait, ils établissaient leur plan en fonction des caractéristiques de la pierre. On dirait qu'ils avaient un rapport très organique avec la pierre. C'est un bon résumé. D'une certaine façon, ils vénéraient la pierre. C'était un élément de la nature qu'ils chérissaient. Et ils l'utilisaient avec beaucoup de respect et de considération. La pierre était un moyen d'exprimer leur vie cérémoniale et spirituelle. Les Incas utilisaient les matériaux qui les entouraient et ils les travaillaient sur place avec précision. Les pierres de Machu Picchu ont été assemblées comme les pièces d'un puzzle, scellant l'édifice dans la montagne. Voici l'un des plus beaux ouvrages en pierre de l'Empire Inca. Regarde celle-là. Elle est gigantesque. Elle a été taillée pour accueillir une poutre. Je mesure 1,85 m avec ces bottes et je peux même pas atteindre le haut. Elle doit faire dans les 2,50 m. 2,70 m. On continue? Là, on peut bien voir. Attends. Je sors ma carte de crédit. On retrouve bien la même technique. C'est impossible de l'insérer. Peter pense que les pierres de Machu Picchu en disent long sur les Incas. Et pas seulement sur leur exceptionnelle maîtrise en matière de taille de pierre. Selon lui, ces pierres dévoilent un élément clé de la spiritualité inca. C'est ce qu'on appelle la géographie sacrée. La croyance en un lien spirituel entre les pierres et la montagne, mais aussi entre ces pierres, ces hommes et les cieux. Voilà ce que je voulais te montrer. Ça doit être la pierre taillée la plus célèbre de tout Machu Picchu et peut-être même de tout le Pérou. C'est la fameuse Intihuatana, la pierre où l'on attache le soleil, comme il l'appelait. Elle n'a pas été taillée puis placée ici?
Non, c'est une roche de fond. Ils ont trouvé ce bloc de roc et ils en ont taillé la crête. Il s'agit de l'endroit le plus haut de la partie principale des ruines. Je pense donc que c'était un lieu très important. Peter m'explique que l'Intihuatana se trouve au centre de 4 montagnes, situées aux 4 points cardinaux. 2 fois par an, lors des équinoxes, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, reliant ainsi le Machu Picchu et l'Intihuatana aux montagnes et au soleil vénéré par les Incas. Pendant l'équinoxe, le soleil se levait derrière Huacahuilca, un pic enneigé là-bas, et il se couchait derrière San Miguel en face. Les hommes qui ont réalisé ce site ont été très précis dans le choix de son emplacement, ses dimensions et son alignement. Nous savons que ce n'était pas dû au hasard. Ils s'inspiraient d'une légende. Leur rituel consistait à amarrer le soleil à cette borne lors des solstices, afin qu'il ne s'éloigne pas et qu'il soit forcé de revenir. Nous avons donc là un rite mêlant astronomie et adoration de la montagne. Et nous nous trouvons au cœur de tout ça. Ce lien avec le soleil peut-il expliquer la fonction de Machu Picchu? Dans un instant, je découvrirai des exemples encore plus incroyables d'ingénierie inca. C'est le solstice de juin, c'est ça. Puis je m'envolerai afin d'explorer un autre site inca sacré. En suivant les traces de l'explorateur américain Hiram Bingham, j'ai pu contempler les ruines incas qu'il a rendues célèbres, Machu Picchu. Mon but est de déterminer qui a construit ce site et pourquoi. Il devait y avoir un toit. J'ai eu la confirmation que Machu Picchu n'était pas l'ultime bastion inca. Il s'agissait d'un site tout à fait différent. C'est la fameuse Intihuatana, comme il l'appelait, la pierre où est attaché le soleil. Celui-ci comprenait un monument central disposé de façon à suivre le mouvement du soleil. Machu Picchu était-il un observatoire solaire? Pour le savoir, je vais faire équipe avec l'archéologue Gary Ziegler. Enchanté. Enchanté. Prêt pour l'aventure? Allons voler. C'est parti. En 2003, Gary a mené une expédition dans les ruines incas voisines appelées Yactapata, où il a découvert de remarquables alignements solaires semblables à ceux de Machu Picchu. Tout est OK? Gary affirme qu'une visite à Yactapata peut apporter des indices clés sur la signification de Machu Picchu dans le monde inca. On y va? Ce qui est génial, c'est que c'est tout près de Machu Picchu. Gary étudie les liens entre les sites incas de cette région. Juste là, c'est Machu Picchu. Et il s'est aperçu que la plupart présentaient des caractéristiques géographiques similaires ainsi que le même alignement avec le soleil. On y est. C'est la zone 1 de Yactapata. Nous observons Yactapata depuis les airs. Et une grosse surprise nous attend au moment d'atterrir. Il y a une hutte. Une hutte a été construite sur notre piste d'atterrissage. Federico, le pilote, cherche comment atterrir sans danger en tenant compte de cette nouvelle construction qui a été montée depuis sa dernière visite. On ne peut pas atterrir si près. Nous devons faire confiance au pilote. Le problème, c'est qu'il trouve que la piste n'est pas assez sûre pour se poser à Yactapata.
Mais pour nous, impossible d'atterrir au bord de l'Urubamba pour ensuite monter à pied jusqu'à Yactapata avec tout l'équipement topographique et le matériel. Ça représente une marche longue et éprouvante, comme celle effectuée par Hiram Bingham. Mais ce n'est pas au programme du jour. On rentre à Cusco. Vous paierez une bière? Santé. Je résume, on n'a pas pu se poser à Yactapata. Nous sommes donc au célèbre pub Kroski de Cusco, où beaucoup d'expéditions ont commencé. Absolument. On vient se réconforter, c'est peut-être un peu bruyant, mais c'est plus confortable pour discuter. Gary a apporté une carte illustrant le lien entre Yactapata et Machu Picchu. Là, c'est Machu Picchu. Il se situe dans un méandre encaissé du fleuve Urubamba. Les deux sites sont entourés de hautes montagnes et sont très proches. Seulement 6 kilomètres les séparent. On peut dire sans trop s'avancer que les habitants de Machu Picchu et de Yactapata se connaissaient, qu'il y avait des contacts entre les deux peuples. Nous pensons que ces sites faisaient partie d'un grand projet que nous qualifions de géocosmique. Nous savons que les Incas vénéraient les montagnes et le soleil, mais pour Gary cela allait au-delà. Ils ont hérité ce concept géocosmique selon lequel tout était spirituellement relié à la terre et au ciel. Ils respectaient les pierres, les rivières, les grottes, les saisons. Tout ce qui les entourait les influençait. Les Incas célébraient le lien entre la terre et le ciel. Ces liens géocosmiques influençaient leurs moindres faits et gestes, et jusqu'à l'emplacement de leur cité. L'alignement de Yactapata avec Machu Picchu correspond quasiment à la position du soleil lors du solstice de juin. Depuis Yactapata, on le voit se lever au-dessus de Machu Picchu. Les deux sites sont donc reliés d'un point de vue géocosmique. Et ce n'est pas une coïncidence. Non. Gary, puisque je ne peux pas me rendre à Yactapata, enfin pas aujourd'hui et pas facilement, est-ce qu'il y a un autre endroit que nous pourrions visiter et qui pourrait m'éclairer? Oui, heureusement. Et c'est probablement l'un des temples les plus importants de l'Empire Inca. C'est tout près d'ici. C'est le Coricancha. À Cusco, les conquistadors espagnols se contentaient de construire sur les fondations en pierre des Incas. Ici, c'est un monastère qui a été bâti sur le temple du soleil Inca, le Coricancha. Vous voyez ces créneaux au mur? Au temps des Incas, ce mur se trouvait face à des piliers. Lors du solstice de décembre, le soleil se couchait entre ces piliers et on pouvait observer la scène depuis là-haut. Cet incroyable édifice n'est donc pas purement esthétique. Il a un lien avec le paysage et le soleil pris dans ces pierres. Exactement. Pourquoi l'alignement avec le soleil était-il si important pour eux? Pour plusieurs raisons. C'était utile pour leur calendrier afin de prédire les saisons, pour l'agriculture, les cérémonies. Et puis le solstice de décembre était sans doute la cérémonie inca la plus importante. Voici le carrefour entre christianisme et civilisation inca. Gary affirme qu'il existe d'autres preuves du lien entre archéologie et astronomie à l'intérieur de Coricancha. Pendant le plus long jour de l'année, la lumière du soleil inonde ce couloir. Son orientation suit la trajectoire du soleil lors du solstice d'été. Alors vous dites que ce couloir a été spécialement orienté pour recevoir la lumière du soleil? C'est bien ça. Il servait à la fois de point de repère et de lieu cérémonial. Et vous pouvez le vérifier avec une boussole? Oui, aujourd'hui nous avons ces instruments. Bien sûr, les Incas n'avaient pas de boussole. Ils n'en avaient pas besoin. Mais cela nous permet d'établir des comparaisons. Nous savons que le jour du solstice de juin, le soleil se lève ici, à environ 66 degrés. 66?
C'est ce que j'ai. 66 degrés. Au temps des Incas, l'architecture était destinée à mettre en avant le lien entre la terre et le ciel. À Cusco, un couloir principal fut construit spécialement dans le temple Coricancha afin d'honorer le solstice d'été. 72 km plus loin, Yactapata possède un couloir quasi identique pour célébrer le même événement annuel. Ce couloir, conçu sur un angle de 66 degrés, est également orienté en direction de Machu Picchu. Machu Picchu comportait des zones cérémoniales consacrées à la vénération et à l'observation du soleil. Ce site a été érigé au cœur d'un réseau complexe, relié à d'autres cités incas par leur position géographique. Pour toutes ces raisons, beaucoup d'experts pensent que Machu Picchu a été construit spécialement pour servir de sanctuaire dédié au culte du soleil. Dans un instant, j'en apprendrai plus sur Machu Picchu grâce à des amis à fourrure. T'es un lama heureux. Puis je découvrirai ce que les ossements des momies incas peuvent révéler sur le site. J'ai traversé le Pérou à pied et en avion dans le but de résoudre les mystères de Machu Picchu. J'ai découvert que ce site n'était pas le dernier refuge des Incas comme on le pensait autrefois. Un siècle de recherche archéologique a démontré que l'astronomie tenait une place cruciale à Machu Picchu. Mais cela n'explique pas son rôle dans le monde Inca. Bonjour Willy. Bonjour Josh. Pour m'aider à bien comprendre qui a construit Machu Picchu et pourquoi, mon vieil ami Willy Koch, ancien chef archéologue pour l'Institut national de la culture du Pérou, m'a demandé de le retrouver dans un enclos de lamas. Regarde-toi. T'es un lama heureux. Willy m'a raconté qu'en 1988, un incendie à Machu Picchu a dévoilé un indice primordial sur la fonction du site. Je sais qu'il y a eu un feu de forêt et qu'il a apporté des révélations sur Machu Picchu. Oui, les fouilles qui ont suivi l'incendie ont révélé la présence d'un très vaste enclos capable d'accueillir peut-être 1000 lamas. C'est pour ça que nous sommes dans une ferme à lamas. Exactement. L'enclos découvert près de Machu Picchu n'est plus visible de nos jours. Une fois encore, la végétation a fait son œuvre. Mais son importance est indéniable. C'est bon ça, hein? Oh là là! D'après Willy, le grand nombre de ces animaux nous indique que Machu Picchu était au cœur d'activités de commerce et d'échange. Ils ont joué un rôle capital dans le transport à travers l'Empire Inca. Ils étaient les camions des Andes. Les camions des Andes? Ça me plaît bien, c'est le camion des Andes. Maintenant, je comprends que les lamas étaient importants pour l'Empire Inca. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le peuple de Machu Picchu avait besoin de tant de lamas ici. Allons à Machu Picchu trouver la réponse. D'accord. Au revoir. On part pour Machu Picchu. Alors Willy, vous m'avez promis de me dire pourquoi ils avaient besoin de tant de lamas. Il s'agissait d'une véritable puissance économique, regardez. Quand on sait quoi chercher, on trouve beaucoup d'éléments à Machu Picchu qui indiquent que cet endroit était au centre d'une activité commerciale et agricole prospère. Par exemple, ces terrasses de culture pouvaient produire beaucoup plus de nourriture que ce dont la population avait besoin. Qu'est-ce qu'ils faisaient des excédents? Ils les transportaient vers Cusco. En utilisant les lamas. Exactement. Il y avait donc une industrie ici. Et une énorme industrie.
Les Incas ont construit près de 40 000 kilomètres de route, allant de l'équateur actuel au Chili, en passant par l'Argentine. Machu Picchu, au cœur de ce réseau, était idéalement situé pour envoyer et recevoir des marchandises depuis son sommet. Machu Picchu disposait d'immenses capacités de production agricole, d'une position centrale parmi les cités de l'Empire Inca, et des ressources nécessaires pour élever plus de 10 000 lamas. Malgré tous ces faits, les archéologues estiment que seulement 2 à 3 000 personnes occupaient ce site. Qui était donc ce groupe qui vivait au milieu de ce fabuleux paysage isolé de tout? Comme c'est souvent le cas en archéologie, ce sont les morts qui révèlent de tels secrets. C'est du moins ce que pense Willy. Il me conduit sur un site où en 1911, Hiram Bingham et son équipe ont découvert plus de 1000 momies, juste au pied du mur qui se trouve en dessous de nous. C'est ici même que les corps étaient enterrés, sous ce monticule. Oui, c'est là que Bingham a retrouvé des restes humains et des objets. L'équipe de Bingham emporta les ossements et les artefacts à l'université de Yale. Aujourd'hui, le gouvernement péruvien poursuit l'université en justice afin d'obtenir leur restitution. À cause de cette bataille juridique, les responsables de Yale ont refusé de me montrer les vestiges. Mais j'ai tout de même appris des choses intéressantes sur les corps retrouvés ici. Ainsi, les 3/4 étaient des femmes. Et l'étude de leurs ossements démontre que ces personnes participaient à ce que Willy qualifie de travaux de petites mains. Willy me précise qu'il devait probablement s'agir de tisseurs et d'artisans. Ces restes humains indiquent qu'une certaine catégorie d'artisans a autrefois vécu à Machu Picchu. Mais Willy ajoute qu'ils n'étaient pas les seuls à occuper le site. Je sais déjà que Machu Picchu était une cité sacrée. Willy m'informe que des prêtres incas vivaient également ici. Perchés sur cette montagne, à proximité du site où ils pratiquent leurs rituels, les membres de cette classe supérieure érigeaient leurs maisons face à des paysages splendides. Et tout près des temples, ils disposaient également d'une source d'eau potable quasi inépuisable. Il y a une source au sommet de la montagne? Oui, tout en haut. Et ils l'ont détournée jusqu'ici. Oui, regardez comme ils ont creusé la roche. C'est incroyable. Vous avez dit que cette eau était potable? Elle est parfaite. Ah oui. C'est une eau pure. Elle est bonne? Oui, c'est super. Offrant de vastes ressources ainsi qu'un panorama exceptionnel, Machu Picchu abritait une autre classe, supérieure aux artisans et même aux prêtres. Seule l'élite de la société inca profitait des avantages de ce site. Nous nous trouvons à présent dans ce qui s'appelle le quartier royal. La famille royale inca vivait également ici. C'était donc des appartements royaux, ils ont la meilleure vue. La meilleure de la ville. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose qui nous prouve que c'était un lieu royal? La qualité de la maçonnerie, la taille des pièces, et puis la proximité des lieux sacrés qui étaient comme des temples à l'intérieur de la cité. Machu Picchu était une petite ville brillamment conçue. Cette communauté, parfaitement autonome, était organisée autour de sites sacrés et cérémoniaux, avec des quartiers construits pour abriter la famille royale de l'Empire Inca. Nous savons désormais pourquoi peu de personnes profitaient de tout ce luxe. Machu Picchu était en fait le lieu de retraite de la royauté Inca. Avec toutes les recherches menées depuis la venue d'Hiram Bingham,
Est-ce qu'on sait ce qu'était précisément Machu Picchu? Il s'agissait apparemment d'un domaine royal. Ce n'était pas une capitale, mais c'était sans aucun doute un lieu fait pour un roi. Les archéologues savent qui était ce roi? En fait, nous avons notre petite idée sur la question. Willy me confie qu'une trace du fondateur de Machu Picchu existe toujours, mais dans des archives poussiéreuses. Voilà un livre qui va vous éclairer. Dans un instant, en parcourant les manuscrits des envahisseurs espagnols, XVIIe siècle, XVIe. je découvrirai un ultime indice sur l'identité du fondateur de Machu Picchu. J'y vais le premier. J'ai parcouru le Pérou à la recherche de réponses sur l'origine de Machu Picchu afin de savoir qui a bâti ce lieu et pourquoi. J'ai ainsi découvert que, contrairement à ce que les premiers explorateurs avançaient, le site n'était pas la dernière forteresse du peuple inca, ni uniquement un lieu de pèlerinage voué au culte du soleil. Machu Picchu était aussi un lieu de résidence, où la royauté, les prêtres et les roturiers vivaient ensemble, entourés par les montagnes. Je n'avais jamais vu un tel paysage. Me voici de retour à Cusco, afin de découvrir qui était l'initiateur de la construction de ce chef-d'œuvre. L'archéologue Willy Koch m'emmène aux archives nationales péruviennes, où des récits espagnols datant de plusieurs siècles contiennent la réponse sur l'origine de Machu Picchu. Ces archives abritent des documents qui remontent au début de la conquête espagnole. 18e siècle, 18e, 17e siècle, 16e. 16e, c'est dingue. Voilà un livre qui va vous éclairer dans votre quête. Allons voir ça. Nous avons là un document très intéressant. Il date du XVIe siècle. Quelle écriture! Oui, c'est écrit en espagnol. Aussitôt après l'invasion espagnole, les nouveaux occupants du pays commencèrent à recueillir et rassembler des informations sur l'histoire des Incas. Pour mieux administrer leur nouvelle colonie, les Espagnols firent de grands efforts afin de comprendre ce peuple et son passé. Ce sont les manuscrits de l'époque. Ils allaient même jusqu'à consigner les litiges de propriété. Le voilà. Ce document contient l'information manquante que vous cherchiez. Super! Willy me traduit un manuscrit espagnol établissant la revendication territoriale sur plusieurs régions du haut de la vallée de Cusco. L'une d'elles s'appelle Picho. Picho désigne les actuels Machu Picchu et Huayna Picchu. Toutes ces régions s'appelaient Picho. Là, c'est écrit Picho? Oui, P-I-C-H-O, Picho. Alors à l'époque, Machu Picchu s'appelait Picho? Exactement. D'après ce document, Machu Picchu faisait partie d'un vaste territoire royal, avec à sa tête le roi inca Pachacuti. Willy me révèle que Pachacuti était l'homme à l'origine de Machu Picchu. À partir de 1438, il initia une fulgurante expansion inca. Après de multiples traités et de nombreuses guerres, il réunit les tribus des Andes afin de créer un empire. Puis il fit construire Machu Picchu. Pour Pachacuti, Machu Picchu était un endroit idéal pour administrer son empire au calme, au cœur de la vallée sacrée vénérée par son peuple, loin de l'agitation de la capitale, Cusco.
Pourquoi est-ce que Pachacuti et Picho sont mentionnés dans ce registre espagnol? Peu après la conquête, la noblesse inca a réclamé à la couronne espagnole l'obtention de droits sur ces terres. Ils devaient revendiquer leurs propres terres? Exactement. Ils devaient être reconnus légalement afin d'avoir des droits sur leurs anciennes terres. Ces pages sont les documents officiels de ces procédures. La trace écrite de ce défi à la cour espagnole. Contre toute attente, les Incas gagnèrent. Apparemment, sans même avoir vu Machu Picchu ni la plus petite montagne qui l'entoure, les Espagnols restituèrent les terres de Pachacuti, dont Machu Picchu, caché dans la végétation. Sans ce document, nous ne saurions pas qui a fondé Machu Picchu et quelle était sa véritable fonction. C'est bien ça. Heureusement que nous l'avons. Oui. Ce territoire, envahi puis restitué par les Espagnols, était un lieu chargé de spiritualité pour les Incas. Aujourd'hui, Machu Picchu est l'une de nos merveilles archéologiques. Mais elle fut abandonnée à la jungle pendant des siècles avant d'être redécouverte par l'universitaire américain Hiram Bingham. Peut-être que la localisation de Machu Picchu est devenue un secret bien gardé. Peut-être que les routes menant à cette ville ont été cachées et recouvertes par la végétation, ou bien détruites. Nous ne connaissons pas les raisons d'un tel abandon, mais nous savons qu'il n'existe aucune preuve de la venue des conquistadors espagnols dans cette ville sacrée des Andes. Bizarrement, bien que la cour espagnole se prononçât en faveur des plaignants, les descendants des Incas ne réoccupèrent jamais le site. Machu Picchu fut laissé tel quel. Et ce lieu reste aujourd'hui la preuve immuable du talent en matière d'architecture, de la spiritualité et de la grande puissance de l'Empire Inca.